Bienvenue à ce deuxième entretien de la Maison de la laïcité d'Andenne. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Michel Claes, juge d'instruction, mais aussi romancier. Alors Michel Claes, vous avez été avocat pendant 20 ans. Vous êtes actuellement juge d'instruction, spécialisé dans la criminalité financière. Vous avez travaillé sur des dossiers comme la Belgolaise, le crime d'initié aussi chez Fortis, et plus récemment dans les affaires de corruption au Parlement européen. Vous êtes bruxellois, vous avez été élevé par vos grands-parents, votre grand-mère d'ailleurs est une grande résistante. Mes questions seront posées aujourd'hui aux romanciers. Alors vous nous proposez une œuvre large, on y trouve des essais, on y trouve également des romans policiers, mais en particulier une petite série agréable, La salle des pas perdus. Il y a 3 tomes à ce stade. Il y a donc les années guerre, les années paix et les années d'or. Vous nous retracez un peu l'histoire de plusieurs familles bruxelloises qui vont à la rencontre d'événements historiques belges, mais aussi internationaux, puisqu'on y trouve évidemment une description du Bruxelles d'avant-guerre, mais aussi des éléments relatifs à la résistance, en particulier le groupe G, la collaboration, et puis au sortir du conflit, la guerre froide, le bois du casier, la loi unique, l'indépendance du Congo, on parle même de l'affaire du Sauveténon, et l'incendie de l'innovation. Donc, en gros, il s'agit des Rougon-Macquart à la belge. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'écriture de cette série de romans? Zola a-t-il d'ailleurs pu être une source au moins méthodologique dans votre démarche? Vous décrivez une société, mais vous la critiquez aussi d'une certaine manière, et cette société, eh bien, trouverait-elle pas son allégorie dans La salle des pas perdus? Je ne critique pas cette société, en réalité, je pars à sa recherche parce que je trouve qu'il existe de terribles points communs entre ces années-là et nos années actuelles, alors que ce soit entre ce qui précède l'Allemagne nazie, avec notamment la prémonition de ce qui allait arriver par rapport à des gens éclairés et le fait qu'on ne les écoutait pas. Je pense qu'aujourd'hui nous vivons exactement une situation totalement identique, avec les moments de paix qui sont en réalité des moments de guerre, tels qu'on l'a vécu dans les années 50 avec la guerre froide. Qu'est-ce que nous connaissons maintenant? Si ce n'est une guerre un peu moins froide, un peu plus chaude, et quand nous sommes dans les années 60, à travers cette espèce d'extraordinaire prémonition, de la montée du radicalisme flamand venant des grands collaborateurs de la guerre qui ont été libérés, qui ont fondé les grands mouvements politiques, et qui sont finalement à la base aujourd'hui d'un communautarisme où certains se montrent peut-être un peu plus propres que d'autres, mais dont le rapprochement, à mon sens, est incontestable par rapport à la volonté de destruction d'une Belgique dont ils ne veulent pas, dont ils ne voulaient pas dans les années 60, et des gens, par exemple, comme Wilfried Martens, dont j'ai découvert le rôle particulièrement activiste là-dedans, alors qu'il m'avait toujours donné l'impression, comme Premier ministre, d'être quelqu'un de plutôt rassembleur, était quelqu'un qui était profondément militant à l'époque pour cette destruction de la Belgique. Alors je pars à la recherche de cette Belgique parce que d'abord j'y suis profondément attaché, tout en disant néanmoins, à travers les approches que je fais dans les événements, que nous touchons au monde. Et donc mes personnages, et donc moi qui adore les journalistes par exemple, c'est une profession fondamentale, mes héros journalistes vont partir dans le monde entier, notamment pour vivre notamment les événements de Hongrie en 1956, comme d'autres événements plus proches que nous, dans les grandes manifestations dans lesquelles des gens mourraient comme manifestants sous les coups de sabre et les sabots des chevaux. Est-ce que ce n'est pas une situation qu'on est susceptible un jour, par rapport aux dérèglements que nous connaissons sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan climatique, est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui des choses que nous pourrions connaître à nouveau? Ce sont des choses qui, moi, profondément m'interpellent, m'inquiètent, et dans le sens de dire que le passé, il faut l'accepter en voulant très sincèrement par rapport à un certain pan du passé, refuser qu'il revienne, et je pense malheureusement que c'est irréversible. Les années plomb, c'est pour quand? C'est quand j'aurai le temps. Je suis assez plombé sur le plan du boulot pour l'instant. Et donc j'ai besoin d'eux, d'autant que j'ai d'autres projets, sur lesquels je travaille, dont un polar et un essai. Et puis après, parce que les années plomb, à chaque année, si vous voulez, vous savez, le premier Salle des pas perdus, je l'ai écrit en 1996. Ça s'appelait Salle des pas perdus. Maintenant, j'ai débaptisé les années guerre, et j'ai repris cette symbolique de Salle des pas perdus, dont ces gens qui se croisent sans nécessairement se reconnaître. J'aime beaucoup cette symbolique, et donc je l'ai reprise pour la saga,
c'est vrai, faire une saga, c'est quand même pour un romancier quelque chose de dingue. Je m'y attendais pas avec le premier succès donc de Ça n'est pas perdu. Et donc voilà, donc les années de plomb, ça viendra. J'écris en 96, puis les suites se sont faites au fur et à mesure. Les personnages, pour l'instant, ils étaient hyper jeunes en 35, 36, ils deviennent hyper vieux dans les années de plomb, ils vont mourir. Et donc je dois pouvoir aussi avoir ce souffle de pouvoir reprendre les choses. Les années de plomb, c'est quoi dans les années 70? Mais c'est en réalité le ratage des années 68. Donc ce sont les brigades, tout ce qui est évidemment à la base du terrorisme politique avant de devenir le terrorisme islamique que nous connaissons. Tout ça, ce sont des préparations qui se font. Mais déjà dans les années de plomb, excusez-moi, dans les années d'or, j'évoque déjà les premiers sentiments de mal-être des communautés mal intégrées, sur le plan notamment musulman, en disant que c'est la prémonition des choses. Et là, si vous voulez, nous avons toujours assisté en réalité à des mèches qu'on allume. C'est ça finalement raconter l'histoire. C'est raconter les mèches qu'on allume. Certains n'iront pas jusqu'au tonneau de poudre, et d'autres vont arriver au tonneau de poudre. Et ça, les années de plomb, c'est un point de départ. Je suis impatient. Donc, je vous l'ai dit, vous êtes également l'auteur de romans policiers. Parmi ceux-ci, il y a Crime d'initié, hein, qui est paru en 2021. Dans ce roman, vous décrivez un milieu certes criminel, néanmoins un milieu qui n'est pas dépourvu d'une certaine forme de tradition. On y voit même une cérémonie d'initiation. Oui, alors, dans votre travail quotidien, est-ce que le milieu ressemble vraiment à cela ou l'avez-vous embelli pour les besoins du roman? Alors, un, il n'est pas embelli. Deux, je ne le vois pas. En réalité, c'est une recherche que j'ai faite à un certain moment, tant j'étais fasciné par la pérennité de ce qu'on appelle les organisations criminelles de type pérenne. Alors, si je vous demande, vous êtes dans mon bureau, organisation criminelle, je prends mon code pénal et je vous en lis la définition. Mais il y a deux types d'organisations criminelles. Il y a les grands criminels, comme une armée, qui vont fonctionner, ils se mettent ensemble pour à un certain moment exploiter un certain nombre d'infractions, les narcotrafiquants par exemple. Voilà. Alors, ce sont des gens qui se mettent d'accord, on va donc importer de Colombie, vendre en Europe en passant par la corruption des dockers à Anvers, et puis vous avez un certain nombre d'organisations criminelles dont certaines font cela, mais qui sont pérennes, et qui fonctionnent depuis des siècles. Si vous prenez par exemple les organisations criminelles pérennes chinoises, on les connaît depuis au moins trois siècles au minimum, et elles fonctionnent comment? Par des rites initiatiques d'entrée, de rituels de reconnaissance, l'abandon de la famille biologique pour l'importance de la famille auquel ils ont adhéré, suivant des rites très précis qui répondent à tous les rites des sociétés initiatiques depuis la nuit des temps. La Cosa Nostra, c'est fascinant. En Europe, c'est quand même l'exemple premier. Après le Risorgimento, où vous aviez donc Garibaldi qui va libérer l'Italie, qui va faire ce mouvement depuis le sud jusqu'au nord. Mais lui, il avait créé des sociétés initiatiques, puisqu'il était le grand maître de Memphis Mizraim, de la grande loge de Memphis Mizraim. Il va donc créer les rituels Carbonari, parce qu'il y avait des gens qui étaient incapables d'être des maçons comme lui, et donc il va néanmoins créer un rituel pour les ouvriers. Et mais ce sont les mêmes principes que les rituels maçonniques, qui vont être repris et exploités de manière telle qu'aujourd'hui, ces gens sont devenus, après, ont continué à se développer en devenant les gardes du cœur dans les armées, ceux qui gardaient les grandes propriétés. Ils ont continué à fonctionner, ce sont devenus des armées, des organisations criminelles, gardant ces rituels-là, et il est étonnant de voir notamment, quand vous regardez un rituel de la Drangheta, et il y en a sur YouTube, dans les rituels d'initiation, que ça correspond tip-top à des rituels d'initiation maçonnique. J'irai voir, certainement. Ah, c'est passionnant. Vous nous faites voyager dans le temps, vous nous faites aussi voyager dans l'espace. Vous nous plongez avec Cobré, paru en 2017, Cobré Cuivre, paru en 2017. Vous nous plongez dans le Chili de Pinochet. Au lendemain du coup d'État, on suit avec vraiment beaucoup d'intérêt les aventures de Jorge, ancien collaborateur de Salvador Allende, poursuivi par un commissaire de police un peu chaman, il faut le dire. Alors, ces héros sont confrontés à des événements dramatiques, bien entendu, mais reste que on retrouve dans le roman quand même une certaine forme d'optimisme. Vous parlez d'optimisme de la détermination, que l'on pourrait d'ailleurs même résumer dans cette citation de Pablo Neruda, hein, « Ils peuvent couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront jamais le printemps ». Alors,
Qu'est-ce que veut dire pour vous cet optimisme qui est loin d'être naïf, qui je qualifierais plutôt d'optimisme vigilant? Alors l'optimisme, je vais pas le définir, mais je vais faire une référence dans le livre. À un certain moment, le héros, Jorge, est arrêté, il se retrouve dans un camp de concentration. Camp de concentration, moi j'y étais. Et c'est ça qui a été le point de départ de la volonté d'écrire le livre. C'est Chacabuco, on est en plein désert d'Atacama, on est près du tropisme du Capricorne, on est près de la ville près de la mine de Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre au monde, et ce camp, il est là, c'est une vieille ville qui a été désaffectée, c'était la ville du Salpêtre, du Soufre, je sais plus, qui était Chacabuco, et c'est une ville désaffectée, qui a été entourée de barbelés pour en faire un camp de concentration. On faisait venir là des gens, dont une partie de l'intelligentsia de Santiago. Et donc, quand je raconte cela, c'est parce que je connais les gens qui y ont été, qui m'ont raconté minute par minute ce qu'ils ont vécu là-bas. Et donc, d'une certaine manière, tout ce que je raconte de ce qui se passe à Chacabuco, c'est purement la réalité de ce qu'ils ont vécu. Et quand je dirais que je trouve une pointe d'optimisme, et je le dis de temps en temps, quand je donne des conférences sur le dérèglement de l'humanité, je cite cet exemple de Chacabuco, parce qu'à un certain moment, ils crevaient de faim. Alors qu'ils crevaient de faim, c'était épouvantable. Et ils avaient l'habitude de se réunir dans des classes où les plus intellectuels donnaient cours, dans des professeurs d'université, à d'autres gens universitaires, où ils apprenaient à lire et à écrire à des gens non universitaires. C'était déjà une première forme d'optimisme, au point que un gars qui savait ni lire ni écrire, quand il se trouvait à Chacabuco, on est sorti lettré, et il a un jour rencontré en rue à Santiago un de ses professeurs d'université à qui il a dit « Je vous dois aujourd'hui d'être huissier dans un ministère », des choses merveilleuses. Et cette scène extraordinaire, qui m'a été décrite par mon ami Casanova, il s'appelle Casanova, et d'ailleurs je le cite comme héros dans le bouquin, il y a eu un truc de dingue, de fou. Dans cette ville, il y a donc des maisons, enfin des trucs dans lesquels les gens vont fouiller pour trouver quelque chose, et ils vont trouver dans le théâtre des costumes folkloriques et des instruments de fanfare. Et les musiciens vont se mettre ensemble, ils vont se déguiser, et un jour, alors qu'ils avaient l'habitude tous de se réunir, ils sont quand même plus qu'une bonne centaine, ils sont 200, 300, sur le terrain de football, tout d'un coup, la fanfare, c'est une surprise, arrive. Et ils jouent ces grands airs avec ce truc complètement fou, même les gardiens applaudissaient, comme que ce soit les grands airs de fanfare. Et à un certain moment, ils ont interprété la plus grande chanson chilienne qu'on ait jamais écrite. Je pense, dans l'histoire d'ailleurs de la chanson, c'est Gracias a la vida, merci à la vie. Et ils terminent par Gracias a la vida, qui est un chant d'amour exceptionnel. Et ils se sont tous mis en cercle, et se sont tous tenus la main, dans une gigantesque chaîne d'union, en se disant merci à la vie. Quand on subit les pires choses, les tortures, les coups, la faim, merci à la vie. Ça, c'est un message d'un optimisme terrible, dans la mesure où il y a en nous, je pense, la force dans chacun de pouvoir lutter contre tout ce qui pourrait nous arriver, à condition de disposer préalablement des valeurs. Ce n'est pas sans rappeler certains épisodes vécus par des prisonniers à Brendong. Notamment, qui avaient constitué des sociétés de réflexion. Et comme Jean Guiton, qui était ce philosophe français, qui avait raconté comment ils organisaient les cours en camp de concentration, non pas de concentration, mais de camp de prisonniers. Ouais. Donc, comme quoi, la concentration a toujours été à un certain moment la possibilité d'avoir une forme expressive de fraternité par la transmission. Vous dénoncez également quand même l'indifférence, fille de l'égoïsme qui règne sur le monde des nantis. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Pour moi, l'indifférence, c'est un des soutiens de la médiocratie. Donc pour moi, les choses les pires, ce sont quand l'indifférence, c'est passer à côté des gens dans la plus immense des difficultés, en les ignorant. C'est d'abord ça. C'est l'indifférence à des événements qui touchent à l'humanisme, que nous ne pouvons pas aborder parce qu'on s'en sent pas la force. L'indifférence ne peut pas être condamnée comme telle. Mais par contre, pour moi, la médiocratie, ça c'est une chose épouvantable, parce que ça, c'est le règne de la masse des indifférents.
Donc, c'est-à-dire la médiocratie, c'est quasiment un pouvoir. C'est comme la démocratie. Eh bien, la médiocratie, c'est comme la démocratie. C'est le pouvoir qui est donné à tout un certain nombre de gens qui vont décider de ne rien faire par rapport à des urgences qu'il y a dans la société à agir et à se bouleverser et que nous n'avons pas. Alors oui, moi, ça me touche profondément. J'essaye évidemment de lutter contre cela. Mais pour moi, la pire des choses, c'est pas l'indifférence, c'est véritablement le pouvoir donné aux indifférents que j'appellerais la médiocratie. Vous pensez que nous sommes maintenant dans une période où la médiocratie... Je pense que nous sommes en médiocratie. Je pense que la première de nos démocraties, elle est politique. L'idée de fraternité? L'idée de fraternité, c'est égalité, liberté, 3 valeurs de ce triptyque révolutionnaire. C'est assez amusant. Le premier triptyque révolutionnaire, c'était les bourgeois qui avaient fait la révolution, c'était liberté, égalité, propriété. Disons que ça a été remplacé par fraternité, qui est finalement à la fois l'addition des deux, parce qu'il n'y a pas de liberté possible dans le fait d'être une obligation de société, il n'y a pas d'égalité dans le souhait, sans fraternité, qui est tout simplement l'accueil. Voilà. Et pour moi, je pense que franchement, une société sans fraternité, c'est une société indifférente. Une société sans égalité, c'est perdre cette nouvelle notion de la démocratie que nous avons, qui est la démocratie sociale, c'est-à-dire l'égalité d'accès à tout, à l'enseignement, aux soins de santé, à la justice, à la culture, etc. Et quant à la liberté, il reste le soutien fondamental, et parfois les valeurs peuvent s'entrechoquer, comme les valeurs prônées par certains partis politiques. Je suis plutôt libertaire, libéral, je suis plutôt dans la social-démocratie, et on peut s'entrechoquer, alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est le développement des idées qui se forment comme un puzzle dans une image qui se rejoindra à travers cette notion de fraternité. Mais ça c'est du rêve. Hein. C'est un beau rêve. C'est un beau rêve. C'est un beau rêve. Alors, il me reste à vous poser une question pour toutes celles et ceux qui vous ont lu et qui vous liront. On retrouve dans vos romans un établissement fictif qui sert de cadre, en fait, à vos héros. Hein. On en retrouve un à Bruxelles, c'est le Perroquet Vert, mais on le retrouve aussi à San Pedro, au Chili, à le Papagayo Verde. Alors, le Perroquet Vert, ça évoque quelque chose pour vous? Le Perroquet Vert, c'était en réalité un recueil de poèmes écrit par un de mes amis. Et je trouvais que c'était amusant d'en faire le nom d'un bordel. Ceci étant, vous avez aussi dans Salle des Pas Perdus, le premier que j'ai écrit, oui, Scarbeck, qui est un bistrot que j'ai imaginé, mais que je devais avoir connu. Oui, peut-être. Qui fait. Écoutez, voilà, je pense que tout ceci donnera certainement envie aux internautes de vous lire ou de vous relire, de vous découvrir aussi comme romancier. Et il me reste à vous remercier de m'avoir reçu dans vos bureaux ici à Bruxelles, de m'avoir accordé un peu de votre temps. Et je vous remercie également pour votre attention. À bientôt.